Ces découvertes mystérieuses pourraient réécrire l'histoire. Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 8. Pendentif de jade. En 2015, des archéologues travaillant dans une région isolée au sud du Belize ont découvert un énorme et mystérieux pendentif en jade sous forme de T sur lequel étaient gravés des hiéroglyphes très étranges. Il est tellement grand qu'il est d'ailleurs le deuxième plus grand artefact maya fait de jade trouvé dans le pays, mesurant 19 cm sur 10. Des pendentifs de la sorte étaient souvent portés par des rois durant les différentes cérémonies et ils étaient généralement enterrés avec eux à leur mort. Mais le pendentif en question n'a été retrouvé qu'avec quelques dents au milieu des vestiges d'un château. L'objet remonte à l'an 800 et a été retrouvé parmi d'autres artefacts mayas, incluant des poteries et des statues de pierre de divinités. Mais la découverte était tellement étrange que le responsable des recherches, Geoffrey Braswell, a déclaré « C'était comme trouver le diamant Hope à Peoria au lieu de New York », en référence au fait que l'objet d'une importance majeure a été trouvé dans un trou perdu grosso modo. Ce qui est encore plus impressionnant est que le pendentif est le premier artefact de ce genre portant des inscriptions historiques. Des inscriptions qui n'ont pas été totalement déchiffrées, mais elles datent de l'année 672 et racontent la fascinante histoire du fameux roi à qui appartenait le pendentif, le roi Janab ol-Kinish. Le texte explique aussi que le leader était originaire d'une ville de l'actuel Belize qui se trouve à pas moins de 5 heures de route de l'endroit où le pendentif a été trouvé. Braswell pense qu'une nouvelle dynastie a été fondée à l'endroit où le pendentif a été trouvé. Mais la gloire de cette dynastie n'a pas duré longtemps, puisque la civilisation maya s'est effondrée au Belize et au Guatemala, et la ville où a été retrouvé le pendentif, Nimli Punit, a été abandonnée seulement une décennie après que le pendentif eût été enterré. Mais la désertion successive de différents royaumes de la région par les Mayas est tout aussi mystérieuse que le pendentif. Les historiens supposent que c'est dû à un changement climatique qui a tué les récoltes, mais ce ne sont que des suppositions. Numéro 7. Carte de l'au-delà. Fin 2019, les archéologues ont mis la main sur la plus ancienne copie connue du livre des deux chemins, une sorte de guide et de carte de l'au-delà égyptien. Il est tellement ancien qu'il est précurseur au fameux livre des morts. Le livre détaille l'au-delà de l'Égypte antique ainsi que les deux chemins menant au royaume d'Osiris, le dieu des morts. Les deux chemins font référence aux deux trajets, soit par voie fluviale ou par voie terrestre, qui sont séparés par un lac de feu. Les experts croient même que c'est le premier livre illustré de l'histoire, et la copie qui vient d'être découverte a été estimée à 4000 ans. Le Smithsonian Magazine affirme que le livre le plus récent, qui est techniquement le plus ancien, rejoint 24 autres livres découverts par les archéologues. Le livre prédate toutes les autres copies d'au moins 40 ans. Épargné par les pillards, il a été découvert en 2012 dans un sarcophage durant l'excavation d'une chambre funéraire dans la ville de Daïr al-Barsha. Les inscriptions qui étaient à l'intérieur du sarcophage d'une femme de haut rang nommée Ankh remontent au règne du pharaon Mentuhotep II. Et malgré son histoire bien documentée, les chercheurs peinent toujours à comprendre plusieurs éléments du livre des deux chemins. Les textes décrivent entre autres des démons, des esprits, des divinités, mais contenaient aussi des sorts et des rituels très étranges qui étaient sûrement voués à ressusciter les morts. Puisque pour les Égyptiens, la mort faisait partie de la vie et la réincarnation les rendait plus proches d'Osiris. Numéro 6. Bibliothèque d'Alexandrie. La grande bibliothèque d'Alexandrie est au centre d'un des plus grands débats de l'histoire. Fondée en l'an 283 avant Jésus-Christ, elle a été la plus grande bibliothèque de l'Ancien Monde, abritant pas moins de 100 savants à temps plein et recelant des textes des plus grands esprits de l'histoire humaine, comme par exemple Homère, Platon et Socrate. Encore plus remarquable, la bibliothèque n'accueillait pas les visiteurs en se basant sur leur statut ou leur richesse. Elle était ouverte à n'importe qui, à la seule condition de prouver que c'était un érudit assoiffé de savoir. Et selon l'une des explications les plus populaires, la bibliothèque aurait été brûlée, détruisant ainsi tous les trésors de savoir qu'elle contenait. Mais de nouvelles preuves viennent semer le doute sur cette théorie suggérant que la bibliothèque a décliné beaucoup plus graduellement, à cause de plusieurs facteurs tout aussi distincts que variés.
Le premier incendie présumé aurait eu lieu en l'an 40 après Jésus-Christ, quand Jules César et son armée y ont mis le feu dans ce qui sera le premier acte de plusieurs autres conflits à venir. Des coupes budgétaires et le désintérêt du pouvoir ont aussi poussé encore plus la bibliothèque sur la pente descendante. Et quand l'empereur romain Marc Aurèle a révoqué les salaires des érudits qui y résidaient et a banni les savants étrangers, il a effectivement fermé la bibliothèque, laissant ainsi son précieux contenu tomber en décrépitude. Et des révoltes religieuses ont encore plus endommagé les lieux, en 391 puis en 415 après Jésus-Christ. Ensuite, en l'an 640, les forces arabes auraient sonné le glas de la bibliothèque en brûlant tout son contenu. Mais tout cela ne reste que des théories, puisqu'aucune preuve physique de l'existence même de la bibliothèque n'a jamais été découverte jusqu'ici, et il existe autant de théories qu'il y a d'historiens. On est donc très loin d'en avoir le cœur net. Numéro 5. ADN viking. Tout ce que les historiens croyaient savoir sur l'ethnicité des Vikings vient d'être balayé en septembre 2020. Des chercheurs ont séquencé le génome de pas moins de 440 individus trouvés dans plusieurs sites archéologiques à travers l'Europe et le Groenland, dans le cadre de la plus grande étude ADN de Vikings jamais menée. L'étude a aussi analysé la génétique de 3855 individus vivant dans des pays largement influencés par les Vikings, parmi lesquels le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède. Et à la surprise des chercheurs, il s'est avéré que les Vikings se sont mélangés de façon très régulière avec les populations qu'ils rencontraient au cours de leurs voyages et conquêtes. Le professeur Eske Willerslev, co-auteur de l'étude, assure qu'ils ont retrouvé des différences génétiques des populations vikings au sein même des pays scandinaves, ce qui prouve que les groupes étaient beaucoup plus isolés que ce qui était précédemment cru. L'étude a prouvé qu'être viking était très loin d'être un phénomène purement ethnique, avec une grande variété d'ADN et d'origines différentes. Certains même n'étaient pas du tout scandinaves. La génétique atteste également qu'ils étaient loin d'être tous de grands gaillards blancs aux yeux bleus. Le monde viking est plus hétérogène, explique Ludovic Orlando, paléogénéticien. D'ailleurs, l'un des plus grands héros des sagas islandaises est un certain Njal le Brûlé, en raison de son teint mat et de ses cheveux sombres. Les résultats très fascinants de l'étude rapportent néanmoins plus de questions que de réponses, la plus importante étant qui étaient donc vraiment les Vikings. Numéro 4. Tête de Kalislawaka. La tête de Kalislawaka est une tête en terre cuite d'un style typiquement romain et qui a très étrangement été retrouvée aux antipodes de l'Empire romain dans la ville de Toluca au Mexique, sous une pyramide dans une tombe 3 étages au-dessous du sol. Elle a été découverte avec d'autres artefacts qui, eux par contre, étaient bel et bien du Mexique, parmi lesquels des statues et des pendentifs en or et en jade. Et à cause de ce que certains ont considéré comme des éléments distinctifs du style romain, plusieurs ont donc cru à un contact culturel transocéanique entre les Romains et les peuples des Amériques. L'âge de l'artefact est aussi très controversé, entre ceux qui estiment qu'il remontait à la Rome antique du 9e siècle avant Jésus-Christ et d'autres qui le mettent à une date beaucoup plus réaliste, se situant entre 1476 et 1510 après Jésus-Christ. Mais alors, comment l'objet a-t-il atterri là? Eh bien, les théories ne manquent pas. La première soutient que l'objet n'est rien d'autre qu'un canular, déposé sur le site archéologique, soit par un blagueur, soit par un faussaire. Une autre possibilité est que les premiers conquistadors à avoir débarqué au Mexique l'avaient transporté avec eux, même si l'objet semble être très ancien pour ce qu'auraient transporté des conquistadors. Alors, laquelle de ces théories vous semble-t-elle la plus logique? Dites-le moi en commentaire. Numéro 3. Histoire préhistorique. La découverte faite en 2019 de peintures rupestres dans l'île indonésienne de Sulawesi est simplement considérée comme les plus anciennes peintures rupestres et donc la plus ancienne forme d'art, mais aussi la plus ancienne histoire de l'humanité. Datant de 43 900 ans, les peintures ont été retrouvées dans une cave sur un site archéologique très reculé nommé Leang Bulu Sipang 4. Situé à 3 mètres du sol et s'étalant sur près de 4 mètres et demi, le dessin représente une scène de chasse où de minuscules chasseurs tentent d'attraper des cochons ainsi que des buffles sauvages. Les peintures rouges sombres ont été retrouvées dans une grotte vivante, c'est-à-dire une grotte toujours en formation et qui est toujours sculptée par les eaux qui coulent à travers elle. Et selon l'archéologue Maxime Aubert, la peinture montre une technique de chasse qui consiste à leurrer le gibier pour l'amener dans un endroit spécifique où il sera plus facile de l'abattre. Et c'est donc la plus vieille histoire que l'être humain est racontée sous forme picturale.
Pour d'autres, les peintures représenteraient des hybrides mythiques entre des animaux et des humains, ce qui voudrait impliquer un contexte plus spirituel. Prenons exemple sur les peintures de Lascaux. Mais dans tous les cas, figuratifs ou abstraits, ces peintures détiennent toujours le record des plus anciennes peintures jamais faites. Numéro 2. Galian Gagnan, l'explorateur sous-marin et réalisateur australien Ben Cropp, qui a découvert pas moins de 100 épaves de bateaux durant sa carrière, s'est donné pour mission de prouver que les Espagnols ont débarqué sur les côtes australiennes au moins un siècle avant les Britanniques par le biais de James Cook en 1770. En avril 2021, l'explorateur de 84 ans a lancé une expédition à la recherche de l'épave d'un galion espagnol, ainsi que les restes d'une installation minière qui aurait existé au nord du Queensland. Se basant sur d'anciennes cartes, des correspondances ainsi que des rumeurs et des légendes, Cropp est convaincu que le roi Philippe IV d'Espagne a lancé pas moins de 3 expéditions vers la région avec pour but de trouver de l'or, et ce vers 1640, motivé par leur rivalité avec l'Empire britannique, ainsi que pour amasser des fonds afin de reconstruire l'invincible armada qui venait juste d'être détruite par les Britanniques en 1588. Selon Cropp, au moins un de ces navires aurait débarqué sur la pointe nord de la péninsule de Cap York. Il est aussi convaincu que l'équipage du navire a gravé une pierre avec l'année ainsi que le nom du navire comme le voulait la tradition. Peut-être même qu'ils ont trouvé de l'or, l'ont miné et sont repartis. Le navire aurait ensuite connu un destin tragique sur le chemin du retour, disparaissant sans laisser de traces. Cropp est convaincu que l'épave est quelque part sous l'eau, attendant d'être découverte. Mais après 8 ans de recherche, il semblerait que Cropp ait plus de pistes que d'actuels résultats pour sa théorie tirée par les cheveux. Mais il reste néanmoins déterminé à prouver ses suspicions. Numéro 1. Graffiti à Pompéi. Il n'y a aucun doute sur le fait que le Vésuve ait connu une éruption de grande ampleur en l'an 79, enterrant sous ses cendres des villes mythiques comme Pompéi ou encore Herculanum. Mais le mystère reste de définir à quel moment de l'année l'éruption a-t-elle eu lieu exactement. En 2018, les archéologues ont découvert d'anciens graffitis sur les murs d'une maison qui connaissait des rénovations l'année de l'éruption. Des textes de l'écrivain Pline l'Ancien suggèrent que l'éruption a eu lieu aux alentours du 24 août. Mais peut-être que les copistes qui ont retranscrit les lettres se sont trompés quelque part au Moyen-Âge, puisque de plus en plus de preuves suggèrent que la catastrophe aurait eu lieu en automne après les récoltes saisonnières. Sur le graffiti, il est noté en toutes lettres le 16e jour avant les calendes de novembre, soit le 17 octobre. De plus, plusieurs autres objets qui ont été retrouvés semblent renforcer cette thèse, notamment une pièce qui aurait été frappée en septembre au plus tard en l'an 79. Définir la date exacte est d'autant plus important qu'elle permet d'aider à comprendre des éléments comme la propagation saisonnière des maladies ainsi que de mieux situer dans le temps d'autres événements liés à l'éruption où une différence de 2 mois seulement pourrait tout changer. Maintenant, il ne reste plus qu'à définir quand et comment juste l'erreur sur la date est survenue et découvre les cités perdues les plus mystérieuses en cliquant sur cette vidéo.